Merci et bonjour à tous. Merci donc d'être là pour cette conférence. Bon, vous n'êtes pas très nombreux pour le moment, mais il y avait une autre conférence sur les matériaux de l'autre côté, donc peut-être qu'ils vont arriver petit à petit. Mais comme on a beaucoup de sujets à traiter, je préfère qu'on commence dès maintenant. Un sujet assez, on va pas dire polémique, mais en tout cas c'est un sujet qui fait beaucoup parler ces dernières années, les minéraux et les métaux critiques. Il y a beaucoup de contre-vérités qui circulent. C'est l'objet de beaucoup de fantasmes. L'objectif de cette conférence aujourd'hui, c'est d'essayer de rétablir un peu les grandes vérités, de remettre l'église au centre du village si on peut. Voilà, donc pour pouvoir adresser ce sujet, on a aujourd'hui Isabelle Maillot, qui est adjointe directeur du LITEN en charge de l'éco-innovation CEA. Elle nous expliquera brièvement ce que c'est. Emmanuel H, qui est directeur de recherche matériaux critiques et adjoint scientifique à l'IFP Énergie Nouvelle. Et Frédéric Janon, qui est chercheur à l'IRIS, qui est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et donc, moi, je m'appelle Steven Dolbeau et je suis directeur associé chez Anima, qui est une agence de conseil en communication. Peut-être qu'on peut commencer directement. Alors, attendez, juste avant de commencer par le vif du sujet, j'avais promis qu'Isabelle allait nous expliquer ce que c'était que l'éco-innovation. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est que l'éco-innovation ? Vous m'entendez là ? Oui. Donc, en fait, l'éco-innovation, c'est un processus d'innovation qui va tenir compte des critères du développement durable, donc économiques, sociétaux et environnementaux. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est que, en fait, moi, au LITEN, j'accompagne le changement dans les pratiques de R&D. Jusqu'à il y a quelques années, on développait des technologies en recherchant une performance technique et puis, on va dire, à coût contraint, parce que notre objectif, c'est de transférer les technos à des industriels. Donc, il ne faut quand même pas que les coûts soient aberrants. Voilà. Et donc, maintenant, on est plutôt, on mène des projets plutôt en recherchant une optimisation multicritère, donc bien sûr technique, toujours économique, environnementale, sociétale, et on tient compte aussi de contraintes comme la réglementation ou les tensions géopolitiques. Voilà. Donc la manière de faire la R&D évolue. Merci. Alors, pour commencer à aborder le sujet, je voudrais tout simplement commencer par le commencement et par une définition. En fait, on entend terres rares, on entend minéraux et métaux critiques, on entend aussi minéraux et métaux stratégiques. Comment est-ce qu'on se retrouve un peu dans toutes ces dénominations voilà. Est-ce qu'on peut avoir déjà une définition de ces quelques termes pour pouvoir avancer ensuite dans le débat Qui veut peut-être commencer ? Allez-y. Ouais, c'est bon, micro marron. Non, pour aller sur l'aspect définition, qu'est-ce qu'on appelle des métaux critiques ? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un métal stratégique, une matière stratégique ? C'est un élément qui va être essentiel pour répondre à un besoin qu'on va appeler stratégique, qui peut varier d'un pays à l'autre. Dans l'Union européenne, pour faire très court, on va dire que c'est tout ce qui va toucher à la transition énergétique et numérique, qui sont indissociables les uns des autres. Aux États-Unis, on va avoir la dimension aussi de défense, qui est très présente. Et en parallèle de ça, on va regarder la disponibilité de cette matière, les risques potentiels sur la chaîne d'approvisionnement. Et là, on estime, en fonction de critères qu'on définit, qu'on a un risque de rupture parce que la chaîne est trop concentrée, parce qu'on a un nombre d'acteurs trop limité, un certain nombre de risques. On va parler de métaux critiques. En Union européenne, dans l'Union européenne, on a le Critical Material Act qui liste une trentaine de métaux, enfin d'éléments, même il n'y a pas que des métaux, d'éléments critiques sur lesquels il y a nécessité de mettre en place des contre-mesures avec de la relocalisation, de la diversification, etc., pour se prémunir justement des risques propres à ces métaux critiques. Isabelle, peut-être si on peut avoir des exemples. Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi les matériaux stratégiques. Donc, critiques, a priori, on a peu de sources d'approvisionnement. Et souvent, on a des quantités qui sont peut-être plus faibles. Stratégiques, c'est qu'on ne sait pas trop les substituer. Exemple de matériaux critiques, le cobalt, dont on a besoin notamment pour les batteries. Stéphanie en a parlé tout à l'heure. Stratégique, le cuivre. Alors, juste un petit complément en fait. Quand on parle de métal rare, on parle de géologie. Quand on parle de métaux stratégiques, historiquement, on parle de métaux de la défense. Et parce que les métaux étaient stratégiques ou parce que les matières premières étaient stratégiques, on faisait des stocks stratégiques. Dans les années 2000, on a commencé à réfléchir un peu autrement. C'est parti des États-Unis. On a créé des matrices de criticité où on s'interroge sur, en gros, quel est le risque
d'offre et quelle est l'importance économique. Et donc on a chiffré pour chacun des métaux, que ce soit dans l'Union européenne ou aux États-Unis, et passé un certain seuil, on considère que les métaux sont critiques. Mais là où c'est un tout petit peu, j'allais dire, original, notamment dans l'Union européenne, c'est que certains métaux, lorsque vous faites ces calculs de seuil, notamment le cuivre ou le nickel, ne sont pas critiques. Or, ils sont stratégiques à la transition bas carbone et à la transition numérique. Donc du coup, on les a englobés dans une, j'allais dire, définition qui s'appelle les matériaux critiques et stratégiques. Et dans l'Union européenne, on se retrouve avec 34 substances. Aux États-Unis, on en a 51, mais si vous décomposez les substances européennes, on est quasiment au même niveau. Et juste pour terminer, lorsque vous regardez les métaux qui sont communs, auparavant, quand on parlait de criticité, on disait toujours c'est pas universel, les matrices de criticité américaines ne sont pas les mêmes que les matrices de criticité européennes, sauf qu'aujourd'hui, sur les 50 métaux, en gros, il y en a 39 qui sont communs. Donc ça veut dire que potentiellement, on a de la compétition aussi entre les grandes zones de consommation, notamment le Japon, le Royaume-Uni, l'Union européenne et les États-Unis. Aujourd'hui, toujours pour avancer dans le sujet, quels sont les secteurs qui sont le plus en risque sur ces minéraux et métaux? Alors, Isabelle. ces matériaux critiques et stratégiques, on en a besoin pour deux transitions, comme le disait Frédéric, la transition énergétique et la transition numérique. Voilà. Donc, alors, le numérique, je connais un peu moins bien, mais vous avez vu l'année dernière les licences d'exportation sur le gallium et germanium qui stressent beaucoup les collègues de la microélectronique et du numérique. Voilà. Et puis, en transition énergétique, eh bien, on a un certain nombre de matériaux. Donc, les terres rares, effectivement, le cobalt, le platine, cobalt pour les batteries, le platine qu'on utilise dans les piles à combustible à hydrogène, le graphite qu'on utilise également dans les batteries, qui nous inquiètent pas mal pour réussir notre transition énergétique et puis surtout industrialiser nous-mêmes les technologies pour faire cette transition énergétique. Donc il y a un enjeu de souveraineté derrière. Frédéric? Oui, si je peux rajouter également un domaine, et on a déjà abordé ça avec ce que tu viens de dire, Emmanuel, il y a également le secteur de la défense. Parce que, alors il y avait une très bonne étude qui avait été faite par un think tank néerlandais qui justement faisait une évaluation de la criticité spécifique au secteur de la défense. Et on voyait qu'on arrivait sur une diversité assez folle, avec un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas forcément pris en compte dans le Critical Material Act. Alors il y a eu une mise à jour depuis, mais par exemple, moi j'avais été étonné, alors corrige-moi si je me trompe, mais l'indium ne figure plus parmi les matières critiques. Pour autant, pour l'industrie de défense, ça reste un élément important, considéré comme critique, enfin pas forcément comme critique, mais nécessaire. Et quand on discute avec des industries de défense, notamment dans le contexte actuel avec cet effort vis-à-vis de l'Ukraine et des craintes de retour de la guerre, etc., on voit bien qu'il y a une pression sur ces chaînes, la disponibilité de matière, surtout que là, on parle d'activité de défense. Donc il faut un influx continu. Aux États-Unis, ça a bien été ancré, notamment dans la reconstitution des stocks stratégiques propres à la défense, alors qu'ils sont aujourd'hui peau de chagrin par rapport à ce qu'ils étaient à une époque. Les derniers chiffres que j'ai en tête, c'est 1 milliard de dollars sur les stocks stratégiques pour la défense aux États-Unis. Ce qui peut paraître énorme, c'est rétrospectivement, quand on regarde ce qu'il y avait avant, c'est ridicule. C'est extrêmement faible. Donc il y a aussi cette filière-là dans le contexte géopolitique très tendu et avec déjà des pressions qui sont déjà extrêmement fortes. Quand on parle avec des fabricants, par exemple, de corps de bombes, il y a ce problème-là. Et on parle des métaux, mais ça va aussi sur d'autres éléments. Je pense par exemple à l'acide sulfurique, qui pose beaucoup de problèmes parce qu'on a besoin d'acide sulfurique pour extraire un certain nombre d'éléments du sol, notamment pour l'extraction de l'uranium, qui aujourd'hui reprend de l'essor. Mais on en a aussi besoin pour les activités de défense, pour fabriquer notamment des explosifs. Ouais, Emmanuel. Si je veux rajouter quelque chose, effectivement, on parle beaucoup de la transition bas carbone, du numérique, du secteur de la défense. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, excepté pour, on va dire, le lithium, où en gros, on sait que les usages à 70%, c'est un usage batterie, les autres matières premières, les autres métaux, ils sont utilisés tout simplement dans votre quotidien. C'est-à-dire les infrastructures de base contiennent des métaux. L'activité économique de base
va consommer des métaux. Ça veut dire que quelque part, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va rajouter des couches de demande supplémentaires avec les transitions. Et donc, c'est comme si vous étiez sur un état, j'allais dire, plutôt stationnaire, plutôt équilibré. Et ces deux transitions, plus les problématiques de défense, où notamment on va redécouvrir que, tiens, on a besoin de tungstène, notamment pour faire notamment certaines munitions, des choses comme ça. Ça va rajouter au final à cet équilibre de marché, de la complexité, du déséquilibre et potentiellement, c'est pour ça qu'on peut parler de pénurie, même si pour l'instant il n'y a jamais eu de pénurie au sens physique du terme. Isabelle. On a parlé des États-Unis. On n'est pas en reste en France et en Europe, quand même. On a eu le rapport Varin en France qui a donné naissance à l'OFREMI, donc l'Observatoire français pour les matériaux industriels, ressources. Merci Emmanuel. Ressources minérales pour l'industrie. Voilà, donc c'est un observatoire qui regroupe l'ADEME, l'IFPEN, le CEA, le BRGM, important, il s'occupe du sous-sol, l'IFRI, j'en oublie peut-être, le CNAM. Voilà, je crois que j'ai tout le monde. Voilà, donc il y a un certain nombre de travaux qui sont menés à l'OFREMI déjà pour comprendre, pour informer les pouvoirs publics. On travaille sous l'égide de la DIAMS, voilà. Prendre des décisions. On travaille sur des méthodologies, par exemple de stress test, pour comprendre en cas d'accident climatique, crise sanitaire, accident industriel, rupture d'appro, qu'est-ce qui se passe, comment on peut rendre nos filières résilientes. Voilà. Donc, enfin, on fait quelque chose pour cela. Voilà. Et puis, comme le disait Frédéric, au niveau européen, il y a le CRM Act avec des chiffres qui ont été annoncés. Au moins 10% de produits qui doivent être extraits sur notre territoire. Je crois que c'est 40% qui doivent être raffinés chez nous. Et à terme utilisé, donc on est à 2030, 25% de matériaux issus du recyclage. Alors personnellement, je ne suis pas persuadée qu'on y arrive pour toutes les matières. Une batterie pour véhicule électrique, on pense que ça a une durée de vie d'une quinzaine d'années. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas avoir tout de suite un flux de batteries usagées qui va nous permettre d'incorporer forcément ces 25%. Mais il y a des objectifs qui sont vraiment ambitieux et l'Europe et la France ne sont pas en reste. Alors juste rapidement pour qu'on puisse avancer sur le débat. Juste parce qu'il y a un mot qui a été utilisé qui est vraiment très important, c'est qu'auparavant l'Union européenne avait une approche par substance. Maintenant on a une approche par chaîne de valeur. Et ça c'est très important parce que quelque part c'est aussi un changement de paradigme. On ne s'intéresse pas forcément uniquement à la substance dans son état brut ou dans son aspect raffiné. On va s'intéresser à finalement tous les acteurs sur une chaîne de valeur. Et ça c'est une prise de conscience qu'on a eue notamment, j'allais dire juste avant le Covid, mais surtout pendant le Covid, où cette histoire de masque, on l'a transposée aux différents matériaux. Et maintenant, à chaque fois que vous avez une liste des matériaux critiques, Frédéric parlait du règlement européen sur les matériaux critiques, vous avez aussi un règlement européen industriel. À côté du CRMA, vous allez avoir un Net Zero Industry Act, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'industrie dans sa globalité et dans ses chaînes de valeur. Du coup, je vais juste prendre l'exemple rapidement du photovoltaïque, qui est un bon exemple sur notamment le silicium et le polysilicium qu'on trouve à peu près partout sur la planète. Et pour autant, en Europe, on n'en maîtrise pas du tout la chaîne de valeur. Et donc, on n'est pas compétitif sur les panneaux. Alors, c'est même pire que ça, parce que lorsque l'Union européenne a annoncé l'année dernière qu'elle allait rebâtir une filière de photovoltaïque, la Chine a tout simplement réussi... Alors, soit c'est par économie d'échelle, soit c'est par du dumping, à faire baisser de 50% le prix des cellules photovoltaïques en un an. 50%, c'est du jamais vu. Donc bien évidemment, je le dis avec le sourire quand je vous dis c'est de l'économie d'échelle, bien sûr que c'est du dumping, bien évidemment. Tout simplement pour ne pas permettre à une industrie européenne de panneaux photovoltaïques en fait, de se reconstruire sur le territoire. Puis ils ont eu le problème de l'IRA aussi, qui fait qu'ils n'ont pas pu déverser leurs panneaux aux États-Unis. C'est aussi la guerre entre la Chine et les États-Unis. On en paye un peu les pots cassés.
Oui, donc pour avancer, peut-être, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur sur finalement cette envolée de la demande sur peut-être quelques minéraux ou quelques métaux? Finalement, quelle est l'ampleur de cette envolée de la demande qu'on voit venir en fait sur ces matériaux? Tu veux? Moi, je les ai en tête. Emmanuel, alors. Vas-y, Emmanuel. Alors au niveau mondial, si vous regardez le secteur des transports et des batteries, x42 en lithium, pour le secteur des transports, hein. Attention, ça ne veut pas dire que la quantité de demande de lithium va augmenter de 42. C'est la part qui représente en gros le secteur du transport dans les usages du lithium qui va être multiplié par 42 au niveau mondial. On estime qu'au niveau européen, on va multiplier par 21 nos usages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le marché va être multiplié par 10, si vous voulez. Si vous regardez sur le cuivre, il va être multiplié par 2. Si vous regardez le cobalt, il va être multiplié par 6. Si vous regardez le nickel, on estime qu'on va multiplier par 3, 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face de vous, si on fait cuivre, nickel, lithium, vous avez les 3 éléments les plus critiques pour la transition bas carbone et numérique. Et j'allais dire encore une fois, ne pas oublier pour le développement économique mondial. Alors ça dépend un peu des scénarios, mais voilà. Moi j'avais les chiffres groupés, donc j'ai bien fait de te laisser la parole. Mais alors ça dépend des scénarios et ce qu'il faut se dire, c'est que la transition énergétique va permettre de diminuer par 2 les ressources qu'on va extraire du sous-sol. Hein. On va arrêter d'extraire du charbon et on va extraire des minéraux. Donc globalement, on va quand même extraire moins. Et juste un tout petit mot, il faut faire attention aux proportions. Vous voyez, quand on vous dit le cuivre va être multiplié par 2, voire par 3, ça veut dire qu'on va passer de 21 millions de tonnes à 42 millions de tonnes. Pour le lithium, ça veut dire qu'on va passer de 130 000 tonnes à 1 million de tonnes. Vous voyez, en termes en termes de rapport entre le cuivre, qui est l'un des métals les plus consommés au monde, et puis le lithium, qui finalement est plutôt un métal de spécialité. Alors ce matin, on en parlait avec François Gemène, les ressources estimées pour le lithium dans la Terre, je crois que c'est à peu près 100 millions de tonnes. 110, ouais. Enfin, en tout cas, voilà, estimé, hein, on sait pas, on sait calculer 60 millions et on sait qu'a priori, on serait vers 100, 110. Donc, ça veut dire en gros que si on est sur 1 million et qu'on continue à augmenter, on en a pour une petite centaine d'années, on va dire. Est-ce qu'on n'est pas en train de substituer une limite à une autre, en fait? Si vous voulez, si on veut aller encore plus loin, il y a quelques années, nous, on a fait des travaux sur le lithium. On avait 75 millions de tonnes de ressources. Aujourd'hui, on est entre 100 et 110. Si vous voulez qu'on aille chercher du lithium, il y en a partout dans les océans, en très très faible concentration. On va le payer 15 fois plus cher que ce que l'on a actuellement, mais potentiellement, on va pouvoir aller le chercher si on a envie d'aller le chercher. La problématique, à mon sens, il faut la tourner autrement. C'est est-ce qu'on ne va pas avoir, déjà, il y a une problématique financière, comme tu le dis, mais surtout, il y a une problématique technologique. À un moment, les inventeurs, les innovateurs, les breveteurs, ils vont peut-être changer de chimie de batterie, comme ils ont commencé déjà à le faire avec les batteries LFP ou avec les batteries sodium. Donc, on a de l'innovation technologique aussi pour faire face au mur des ressources. Oui, tout à fait. On travaille sur des batteries sans lithium, potassium-ion, sodium-ion ou du LFP qui en contient beaucoup moins. Il y a ça. Et puis il y a le recyclage aussi. CEA, Stéphanie en a parlé tout à l'heure. Désolée pour le public qui a fait l'autre table ronde, mais on a travaillé avec Orano pour développer un procédé de recyclage de batteries pour déjà recycler nos scraps. Les scraps, c'est les déchets de fabrication. Donc une usine qui va être à côté des gigafabs du côté de Dunkerque. Et puis recycler nos batteries en fin de vie. Et puis il y a des projets de mines de lithium en France. Je crois que tu étais au débat à l'Assemblée nationale hier soir, c'est ça? Voilà, ça devait être sportif. Voilà, il y a 3 projets de mines en France, donc 2 géothermales et puis un de mine de lithium métal. Votre micro pour qu'on entende mieux. Voilà, et du coup avec un potentiel de 15 000 tonnes. Et selon les scénarios de gigafab en France, ça veut dire qu'on peut, dans certains scénarios, couvrir nos propres besoins. Voilà, donc on a du lithium en France et on peut couvrir une bonne partie de nos besoins. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ouvrir des mines. Voilà, ça prend quelques temps, mais expliquer aux citoyens pourquoi c'est important, expliquer qu'on va les faire de manière certainement plus durable que dans d'autres pays.
que ça va générer des emplois et que ça va maintenir nos filières et notre souveraineté. Ça, c'est vraiment important. Ouais, parce qu'il y a effectivement du coup cet enjeu effectivement de souveraineté et puis aussi de rééquilibrage au niveau géopolitique. Finalement, les pays qui étaient le mieux dotés en pétrole ne sont pas forcément ceux qui sont le mieux dotés en terres rares, en minéraux et métaux critiques. D'abord, est-ce qu'on peut avoir une vision un peu de cette nouvelle géographie qui se profile et puis ensuite voir comment est-ce que comment est-ce que une sorte de nouvel ordre en fait peut s'organiser autour de ça. Frédéric, pardon. Oui, à l'heure actuelle, on a déjà un ordre, j'ai envie de dire, qui est déjà plus ou moins établi, avec un acteur central qui est la Chine, qui contrôle totalement, partiellement, relativement, à peu près la chaîne de valeur sur un petit peu plus de la moitié des matières critiques recensées par l'Union européenne. Après, on a d'autres acteurs également qui peuvent avoir une influence. Je pense à la Russie. La Russie a, par le passé, déjà eu la suspecte du moins d'avoir participé à certaines manipulations des cours, et ça remonte même avant la guerre. En 2004, j'ai des souvenirs d'études suédoises qui s'interrogent justement sur une libération de stocks de nickel ou de platinoïdes en provenance de stocks stratégiques russes. Donc il y a des grands acteurs comme ça. Il y a l'Indonésie également qui a une certaine influence et qui est dans une stratégie de nationalisation des chaînes de valeur qui ne permet pas l'exportation totale ou partielle, d'ailleurs je ne sais plus, de certaines de ces ressources sans qu'elles aient été un minimum transformées. Donc on a déjà des acteurs qui se profilent, on pourrait en citer d'autres comme la Russie, etc. Ce qui est possible, ce qui est anticipé, c'est qu'en fait on arrive sur un marché international qui est beaucoup plus contraint. À une époque où on est encore avec du marché de gré à gré, avec des échanges qui se font, qui restent quand même le standard. Pour autant, avec le temps, quand on voit que ce soit Critical Material Act, que ce soit l'IRA, que ce soit d'autres restrictions qui peuvent être prises côté chinoise sur l'exportation de matières premières, gallium, germanium, et aussi sur des technologies, donc on est vraiment sur toute la chaîne de valeur, qu'on soit sur quelque chose de beaucoup plus contraint. Alors, j'ai pas envie d'être pessimiste à dire qu'on va être vraiment sur une contraction absolue, je ne pense pas que ça arrivera, c'est pas dans l'intérêt, mais du moins sur des échanges beaucoup plus contraints. Emmanuel. Ouais, moi, je vais être plus pessimiste. Je pense que l'ère du marché international des métaux est en train de se refermer parce que finalement, on a une croyance qui est, on a des marchés, notamment les grands marchés de métaux non ferreux comme le cuivre, le nickel. On se dit, on a des marchés internationaux, on a des marchés financiers, on a le London Metal Exchange, etc., etc. On a quand même une problématique qui est la suivante, c'est qu'on a des acteurs qui n'ont plus envie de participer au marché mondial. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font deux choses. Un, ils font des restrictions. Si vous avez suivi, et Isabelle a commencé à en parler, moi j'ai un dicton par rapport à la Chine, c'est à chaque saison, c'est restrictions. En été, on fait le gallium, le germanium. En automne, on fait le graphite. En hiver, on fait les terres rares. Et là, on est en train de nous parler d'un nouveau métal. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avait déjà observé ça d'un point de vue géopolitique sur les marchés du gaz et du pétrole. On l'a sur les métaux, c'est-à-dire en gros les restrictions comme armes diplomatiques. Et regardez comme on s'est réveillé très douloureusement en Europe avec la problématique gazière. Ça, c'est le premier point. Après, au niveau des acteurs, effectivement, il y a tout ce que tu as dit. Moi, je rajouterais deux autres acteurs qui m'interrogent, deux Eldorado miniers, c'est le Canada, c'est l'Australie. Il ne faut quand même pas les oublier. Et là, la question, c'est la suivante. C'est vers qui ils vont se tourner lorsqu'on va avoir des besoins? Est-ce que le Canada va se tourner uniquement vers les États-Unis? Parce que quelque part, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, fait rentrer dans la base industrielle américaine tous les producteurs canadiens et fait rentrer aussi tous les producteurs australiens dans la base américaine. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes conditions de fiscalité. Ça veut dire que s'il y a à choisir entre entre l'Europe et les États-Unis, ils vont forcément choisir les États-Unis. Ça, c'est le premier point. Après, on a les acteurs émergents. Et là, c'est encore plus intéressant. Parce que vous connaissiez l'Arabie saoudite comme producteur de pétrole. Je peux vous assurer que vous allez connaître l'Arabie saoudite comme producteur de métaux. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, l'Arabie saoudite, elle a fait notamment appel à qui? Aux ingénieurs chinois, l'Institut de géologie de Pékin. Ils sont en train de mapper le sous-sol et il y a des réserves absolument monumentales. Alors monumentales, bien évidemment, pour l'instant, pour attirer les capitaux, on a envie que ça soit monumental. Mais en tout cas, il y a des réserves assez importantes. Il y a un petit article qui va sortir dans Polytechnic Insight d'ici peu. Et
ça veut dire qu'on a des acteurs émergents qui se disent finalement l'ère du pétrole est en train de se terminer, quelle est la meilleure chose à faire? Alors certes, on peut aller faire de l'hydrogène quand on est l'Arabie Saoudite, mais on peut aussi aller essayer de se trouver d'un point de vue régional, tiens, entre qui? Entre l'Asie et puis l'Afrique. C'est formidable le positionnement géographique. La géopolitique, tout d'abord, c'est de la géographie. Est-ce qu'on peut imaginer que tous ces pays, à un moment donné, s'organisent un peu comme ça a été le cas avec l'OPEP, et donc voir un OPEM émerger? Je commence et après je laisse mes camarades. Oui, on en a parlé. Alors, certains en ont rêvé sur le lithium depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on a un espèce de chiffon rouge où on nous dit Chili, Bolivie, Argentine vont faire un OPEP du lithium. Le OPEP du lithium, c'est quand même assez compliqué parce que quand vous regardez les dynamiques politiques, notamment en Argentine, où M. Milei, il se pose plutôt la question de se rapprocher des États-Unis, de dire stop aux producteurs chinois. Le Chili, lui, se pose la question de rentrer dans les BRICS. Alors, effectivement, la question se pose véritablement, et ça, c'est, j'allais dire, à se projeter, c'est les 30 prochaines années, c'est des clubs. On va avoir des clubs de matières premières. Est-ce que ça sera des cartels? J'en sais rien. Mais après, posez-vous juste la question, si on a un cartel, nous qui voulons produire du lithium sur le sol européen, mais ça serait formidable pour nous. Pourquoi? Parce que les coûts les prix du lithium seraient plus élevés. Ça rembourserait quelque part les coûts de production plus élevés sur le sol européen. Donc moi je dis toujours, l'Europe devrait militer pour qu'il y ait un cartel du lithium, du nickel. Comme ça permet de rentabiliser à des conditions sociales et environnementales plus élevées. Et quelque part, tout le monde est gagnant. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Frédéric? Non? Ça a été... Ok. Pas plus à ajouter. Peut-être qu'on peut maintenant se tourner un peu du côté des solutions. Comment est-ce qu'on répond à cette rareté, cette envolée de la demande, cette criticité de ces matériaux? On a commencé à dessiner quelques pistes, notamment en parlant donc le fait de s'organiser par pays, le fait peut-être de faire de recyclage, donc l'économie circulaire. Quels sont les leviers qu'on peut avoir, nous, peut-être au niveau de la France et au niveau de l'Europe, pour pouvoir répondre à cette envolée de la demande? Il y en a une, oui, on m'entend. Il y en a une dont on a pas mal parlé ces derniers temps, c'est la question des stocks stratégiques sur lequel on a travaillé avec Emmanuel, justement, l'idée de reconstituer une disponibilité. Nous vous attendons dès 16h45, salle 3, pour la conférence sur le solaire Made in Europe. Et nous vous attendons dès 16h45, salle 2, pour la conférence tiers financement, investissement privé, coût d'accélérateur pour la transition énergétique. Bon, quelque chose me dit que ce ne sera pas à 16h45, mais bon. Du coup, oui, stock stratégique. Non, effectivement, il y avait la question de remettre en place des stocks stratégiques. Alors, ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de stock stratégique, c'est qu'on n'est pas juste sur des entrepôts où on va stocker de la matière. C'est plus compliqué que ça. Parce que de la matière, bon, si vous l'entreposez, c'est très bien, certes, mais il faut être en mesure de la transformer, de réapprovisionner les stocks en fonction des usages que vous allez en faire et en fonction de quand vous allez décider de les utiliser. Et par ailleurs, ça peut paraître bête, mais les stocks s'usent avec le temps. Ça s'oxyde, etc. C'est pas parce que c'est des métaux qu'on peut les garder indéfiniment. Donc il y a eu cette question qui a été abordée, mais néanmoins, à mon sens, il y a une grande problématique et qu'on retrouve d'ailleurs dans les débats qui ont eu lieu. En France, il y a eu des débats au Sénat, etc. C'est la question de la transparence. Parce que si vous voulez avoir une gestion qui soit rationalisée de la matière première, si vous voulez avoir des chaînes de transformation qui soient en flux continu de manière économiquement gérable, tout simplement, il faut de la visibilité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de vraiment mapper les chaînes de valeur, que ce soit en Europe? Alors, apparemment, c'était le grand point noir des débats, c'était quelle entreprise va donner une visibilité sur ce qu'elle stocke, sur ses approvisionnements qui sont, dans certains cas, des avantages stratégiques? C'est une vraie question. Et après, bien sûr, il y a la diversité d'approvisionnement. Parce que bon, si vous avez des stocks, encore une fois, je pars de là, si vous avez qu'un seul fournisseur, le problème reste le même. Même si vous avez ce que les Anglais appellent un buffer en soi. Donc il y a cette question de la transparence, rapporter de la transparence dans les chaînes de valeur, ce qui est vraiment un énorme sujet, et très honnêtement, je ne sais pas si c'est jouable. Et après, la circularité, bien évidemment, je pense que ça, on va le réaborder, et potentiellement des stocks stratégiques. Isabelle, vous vouliez réagir? Oui, alors moi je suis un peu plus proche du développement technologique, c'est normal. Déjà on a les 3 R. Repair, exemple, on lance une start-up pour réparer des panneaux photovoltaïques, parce qu'en fait aujourd'hui personne ne les répare. Donc les gens qui installent des immenses centrales, quand il y a un panneau qui ne fonctionne plus,
ça part à la benne. Donc une start-up pour réparer, reuse, batterie de seconde vie de véhicules électriques pour faire du stationnaire. Et recycle, bien sûr. Exemple du recyclage des aimants. Aujourd'hui, 98% des aimants viennent de Chine. Il y en a même 1% qui est recyclé. Donc on lance des startups aussi. Il y a une startup du CNRS qui est là, qui a un stand qui s'appelle Mag Resources, qui se lance dans le recyclage des aimants. Ça, c'est le premier point. Après, quand on est sur le développement de la technologie, nous, on va chercher à améliorer l'efficacité matière, mettre moins de matière pour autant de résultats. On va chercher à substituer, on va chercher à fabriquer ce qu'on appelle du net shape, à éviter le plus possible de gaspillage de matière. Voilà, exemple de substitution, il y a beaucoup d'argent qui est utilisé pour faire des panneaux photovoltaïques. On est en train de chercher à substituer par du cuivre. Voilà, dans les piles à combustible et hydrogène, on cherche à minimiser les quantités de platine, qui est un des matériaux qui nous pose un gros souci, etc., etc. Voilà, donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour réduire et limiter tout cela. Manuel ? Je fais le poil à gratter un peu. Bon. Ouais, allez-y. Je fais le poil à gratter. Alors, sur les stocks stratégiques, très bonne idée. Alors, on s'interroge juste pourquoi on les a fait disparaître en 1997. Tout simplement parce que ça coûte très cher. Donc, en gros, c'est le type même de la bonne idée que personne ne veut financer. Les entreprises ne veulent pas financer, l'État ne veut pas financer, et nous, on ne veut pas financer non plus, c'est normal. Après, alors, recycler. Alors, très bien recycler. Alors, effectivement, tu l'as dit, 1% des aimants permanents, 1% du lithium, 1% des terres rares, 45% du cuivre au niveau mondial sont recyclés. Moi, j'ai fait un petit calcul très simple. Si on continue au taux actuel de consommation des métaux, 3%, c'est un peu la règle à l'heure actuelle, vous mettez un taux de 80% de recyclage. C'est quand même élevé, d'accord ? En gros, d'ici 2060, vous allez quand même devoir aller chercher dans la mine 3 fois plus de métaux qu'aujourd'hui. D'accord ? Donc en gros, le recyclage, c'est bien, mais c'est juste un médicament. C'est un pansement sur un état de fait qui est quelque part, tout simplement, on consomme beaucoup trop de métaux. Donc c'est véritablement problématique. J'avais dit que j'étais un peu poil à gratter. Donc, efficacité technologique, là aussi, bien évidemment, on fait de l'efficacité matériaux, on fait de l'efficacité énergétique, mais on a juste oublié un personnage fondamental en fait de la théorie économique qui s'appelle Jevons, qui nous a appris que quand on réduit l'intensité de quelque chose et son prix, quelque part, on va développer en fait son développement va augmenter. Qu'est-ce qui se passe ? On a des effets rebonds, pas de chance. Et donc quelque part, vous pouvez diminuer le contenu matériau en fait d'un téléphone. Si on est plus 1 milliard, mais 2 ou 3 ou 4 ou 5 milliards à consommer le même bien, quelque part, on va dans le mur. Donc il y a un vrai problème d'effet rebond, il y a un vrai problème sur le recyclage, il y a un vrai problème sur les stocks. Donc quelque part, et ça on en parlera peut-être un peu plus demain matin. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a une voie qui s'appelle la sobriété, mais une fois qu'on a dit sobriété, c'est le mot magique, c'est-à-dire, vous dites sobriété. Hier, au débat est-ce qu'il faut ouvrir la mine des Chassières dans l'Ain, il y a une personne qui a dit sobriété 4 fois, elle a été applaudie, donc c'est super, mais une fois qu'on a dit sobriété, ça veut dire on fait quoi ? Et donc, quelque part, là encore une fois, un mot valise, mais qui va peut-être pas nous être d'une grande utilité si on réfléchit pas véritablement à ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce sera effectivement le sujet de la conférence de demain matin, de pouvoir essayer de voir comment est-ce qu'on doit composer entre la sobriété et la nécessaire aussi évolution technologique. Voilà. On a plus beaucoup de temps. Tu m'as bien gratté le bras gauche, je te confirme. Il faut les deux. Enfin, il faut les deux, parce que la sobriété, c'est aussi beaucoup de l'éducation, etc. Ça va prendre du temps, etc. Donc, non, ce qui est difficile, c'est où on met le curseur. Je pense que là, tout le monde n'est pas vraiment d'accord. C'est là que les débats arrivent. Mais en fait, dans le terme d'innovation, même le terme d'innovation doit véritablement être réfléchi, doit être repensé pour se poser la question de innovation doit être synonyme de progrès social et d'utilité. J'interviens dans un challenge d'innovation en fait demain et j'ai cherché pour faire un slide toutes les innovations débiles que l'on a faites
sur les 15 dernières années. C'est formidable. Il y a une personne qui a inventé une cravate parapluie, vous voyez, la cravate parapluie, c'est-à-dire vous avez la cravate, vous avez le parapluie, vous sortez le parapluie quand il pleut. Super. Quelle est l'utilité sociale de ce truc? Rien. Donc on a consommé de la matière. Il y a un plan d'ordinateur où en gros vous avez la taille d'une assiette, vous pouvez manger sur votre clavier d'ordinateur. Quelle est l'utilité sociale du truc? Rien. Donc en gros, innover doit être synonyme de progrès. Étienne Klein sort de ce corps. Ah bah désolé, mais... Ouais. C'est- Très brièvement, si je peux rebondir là-dessus, il y a effectivement la sobriété, c'est certain, c'est une dimension qui est indispensable parce qu'on peut inventer toutes les technologies. Enfin, je pense par exemple, je travaille également sur les questions nucléaires. On développe des technologies nucléaires pour extraire toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus décarboné. C'est un peu particulier quand même comme démarche. Il y avait un sujet que je trouvais intéressant sur la notion de sobriété, la question d'éducation et d'acceptation sociale, c'est le logement. C'est l'habitat. Parce qu'aujourd'hui, le standard dans nos sociétés, au moins, c'est l'habitat individuel. Sauf que l'habitat individuel, en termes de consommation de matière, d'énergie, etc., c'est extrêmement problématique. Si on regarde toute l'antériorité, toute l'histoire de l'habitat, je vous invite à regarder, c'est assez intéressant, on voit qu'on est allé de plus en plus vers des noyaux beaucoup plus réduits dans un habitat jusqu'à aller sur de l'habitat individuel. Et il y a eu un espèce d'acquis social là-dessus. Et quand vous posez la question, que vous dites, est-ce que vous êtes prêt à vivre dans des habitats modulaires, collectifs, etc., pour consommer moins, même pour réduire votre facture d'électricité, alors là, vous avez un non absolu. Moi, je me souviens de colloques avec d'anciens collègues où on parlait de ce truc-là. Il y a un blocage social, psychologique absolu sur ce sujet-là qui est assez fou. Alors on s'éloigne un tout petit peu du sujet, donc juste si on peut revenir si on peut revenir au sujet, je vais ouvrir les questions dans la salle parce qu'en fait on a bientôt fini la conférence et il y a une autre conférence comme vous l'avez entendu dans 7 minutes. Donc si vous voulez poser des questions, levez la main. Et pour tout ce qui est relatif à la question de sobriété, etc., je vous encourage à venir demain à la conférence de 8h30 qui a lieu en salle 1 de l'autre côté là-bas, où là on va pouvoir aborder plus en détail ces sujets avec Emmanuel. Des questions? Oui, monsieur. Effectivement. Vous n'avez pas parlé de l'Afrique au niveau des ressources. Évidemment, l'Afrique, pareil. Alors, paradoxalement, lorsque vous regardez la part de l'Afrique dans les extractions mondiales de minerais, là je suis au niveau des minerais, je ne suis pas au niveau des métaux, on est à 9% du total depuis 1960. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une augmentation. Après, il y a des pays, pareil, j'ai parlé des Eldorado canadiens, australiens, il y a des Eldorado, RDC, Zambie, Afrique du Sud pour les platinoïdes, 90% des platinoïdes. Donc vous avez aussi des potentiels. Après, la vraie question pour l'Afrique, c'est de se poser la question, c'est est-ce que le développement métallique va permettre le développement économique? Et là, c'est encore une autre question. Et puis aussi sur la Nouvelle-Calédonie pour le nickel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Merci bien pour toutes ces infos. Le goulot d'étranglement dans les filières, par exemple quand on parlait sur le lithium, c'est bien, on va en extraire. Et après on va l'envoyer en Chine pour le traiter. Donc c'est quand même compliqué, quoi, tout ça. Bon, il y a d'autres produits comme la silice, c'est une catastrophe parce que moi j'ai entendu plutôt un 90% de silice venant de la Chine, un traitement de fabrication de l'ordre de 70%. Bon, on veut faire des panneaux photovoltaïques, mais ça reste compliqué, on se fait plaisir là. Oui, On en a parlé au début de la conférence tout à l'heure. Ouais. On a parlé mine, mais il faut traiter le binôme mine et raffinage. Hein. Aujourd'hui, c'est les grands raffineurs du monde. Voilà. Même quand ils n'ont pas les matériaux, ils raffinent pour les autres. Et c'est ça qui nous a mis dans la situation actuelle. Donc si on produit du lithium en France, il faut le raffiner en France, il faut reconstruire toute la chaîne de la valeur. C'est pour ça que vous avez en gros l'approche chaîne de valeur, la mine, le raffinage et les gigafactories. Parce que quelque part, c'est essentiel. Si c'est pour que le lithium il reparte et qu'il fasse 40 000 km, ça n'a aucun intérêt. Et le recyclage. Et le recyclage. Et c'est fondamental que les déchets restent sur le territoire français et européen. D'ailleurs, il y a certains industriels qui l'ont compris, hein, toujours dans les panneaux photovoltaïques, vous l'évoquez. Il y a 2 projets de giga aujourd'hui, Holosolis et Carbone. Carbone a prévu d'intégrer toute la chaîne de valeur également, parce qu'ils ont bien compris que s'ils ne le faisaient pas, ils n'étaient pas compétitifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Bon, merci à tous d'être venus pour cette conférence. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
ici à Mix. Et puis un grand merci à nos intervenants d'avoir participé à cet échange.